notre avant-dernier entretien, nous avions vu le commencement des tensions entre grandes puissances à l'occasion de cette ruée du monde occidental sur les pays pauvres pour se partager leurs dépouilles. Nous allons maintenant arriver à l'année 1905 qui passe traditionnellement pour être l'année du grand tournant dans les rapports franco-allemands. C'est un peu à Péguy que nous le devons. Vous savez, Péguy a écrit à ce moment-là, en 1905, Notre patrie. Il a expliqué que devant les événements internationaux, il avait redécouvert le sens de la patrie. Et je répète, c'est traditionnel de dire aujourd'hui que c'est à partir de 1905 et de ce qu'on va appeler l'affaire et le coup de Tanger au Maroc, à partir de cette date, qu'on s'est aperçu que l'affrontement allait être inéluctable, militaire bien sûr, entre la France et l'Allemagne. On ajoute du reste que, par bonheur, il y a eu un geste sauveur de la diplomatie française, c'est-à-dire l'alliance russe qui prenait l'Allemagne à revers et qui était une protection. Ça, c'est le cadre normal, général. Est-ce que les choses se sont exactement produites comme cela? Je ne le crois pas et c'est ce que je vais vous expliquer. L'alliance russe d'abord, d'où ça sort? Eh bien, il ne faut pas croire que c'est une idée française. C'est parti de la Russie. Et il ne faut pas croire non plus que c'est parti sur des plans diplomatiques et militaires, c'est parti sur un plan financier. La situation financière de la Russie était dramatique, le budget était toujours en déficit, il y avait déjà des commencements de troubles sociaux, et grande inquiétude régnait à la cour de Russie pour savoir si ça n'éviterait pas une faillite. Or voilà, comme les rapports étaient pas très bons entre la Russie et l'Allemagne, Bismarck, on me remonter dans le passé, nous sommes avec Guillaume II maintenant, mais Bismarck avait interdit les valeurs russes à la bourse de Berlin. Les Russes se trouvaient extrêmement coincés et ils vont regarder du côté de la France. Qui est-ce qui règne en Russie? Alexandre III. Alexandre III a une femme danoise. Et c'est précisément un banquier danois qui s'appelait Oskier, je ne sais pas comment il faut prononcer ça, H-O-S-K-I-E-R, Oskier peut-être. C'est ce banquier qui va aller, comme on dit, sur la place de Paris pour voir s'il ne pourrait pas intéresser les financiers français à l'ouverture d'un emprunt russe, comme on dit, sur la place de Paris. Pour les intéresser, il faut évidemment leur proposer des courtages intéressants. Ça va réussir, un certain nombre de banquiers vont dire oui, on pourrait peut-être faire quelque chose. Il faut ajouter qu'il y avait déjà à ce moment-là en France une sorte d'intérêt mondain pour la Russie, provoqué par Eugène Melchior de Vogüé, qui n'était pas encore mais qui va devenir académicien, et qui avait écrit un certain nombre d'articles dans la revue des Deux Mondes qui vont être réunis en 86 sous le titre Le roman russe. Les Français se mettent à découvrir avec passion Tolstoï et Dostoïevski. Ça peut être utilisable, c'est un monsieur Vogüé, c'est à la fois un homme des salons et des banques, et je crois pouvoir vous dire, sans exagérer, que ça fut une espèce de préparation psychologique au lancement de l'emprunt. Premier emprunt russe, décembre 88. Les banquiers prennent l'emprunt, enfin ils achètent l'emprunt à 82, ils le revendent à 88, ça va leur faire du 72 millions de bénéfices nets, c'est pas mal tout de même, pour quelques banques, 72 millions de bénéfices nets pour le lancement du premier emprunt. Et il y aura 3 emprunts entre 88 et 91, 3 emprunts russes. J'ajoute que comme pour Panama, les banquiers se réservent personnellement en se disant après tout ces fonds russes, on ne sait pas ce que ça va donner, mais du moment que nous sommes bien payés et que le public marche, du reste, la presse arrosée dit que c'est un excellent emprunt, nous allons tout de même vendre ces titres. On en gardera peu pour nous-mêmes, mais la clientèle les demande et chaque titre nous rapporte, allons-y. Mais alors, parallèlement, du côté des diplomates et des militaires, on cherche à exploiter ce rapprochement franco-russe. Et vous voyez la flotte française qui va se rendre à Kronstadt en 91, vous voyez ensuite la flotte russe qui va venir, il faut bien rendre la visite, qui va venir à Toulon en 93. D'énormes manifestations sont organisées en France, parce que la presse donne, comme je vous le dis, pour qu'un enthousiasme, un incroyable enthousiasme franco-russe éclate brusquement. Ce monsieur Joseph Reynac, dont je vous ai déjà parlé, et qui rachetait sa triste condition d'israélite par un nationalisme véhément, avait écrit la phrase que voici: de la France à la Russie, il n'y a pas autre chose que cette grande chose qu'on appelle l'amour. Alors je voudrais vous montrer ce que Tolstoï va dire au sujet de ce rapprochement franco-russe inattendu. C'est un peu long, je tiens tout de même à vous le lire. Les Russes et les Français, depuis des siècles, se connaissent. Parfois, ils ont eu des rapports amicaux, mais le plus souvent, par malheur, leur gouvernement les a mis en guerre les uns contre les autres. Tout à coup, une chose étrange vient d'avoir lieu. Parce qu'il y a 2 ans, une escadre française est venue à Kronstadt, et que ses officiers, descendus à terre, burent et mangèrent beaucoup tout en écoutant et en prononçant de belles paroles. Et parce qu'en 1893, une escadre russe à son tour se présenta à Toulon, et que ses officiers, venus à Paris, burent et mangèrent beaucoup, en prononçant des paroles semblables, alors des millions de Français et de Russes se prirent à penser tout à coup qu'ils s'aimaient, que tous les Russes adoraient la France,
et que toute la France adorait la Russie. Il résume Tolstoï les paroles prononcées. Le fond de ses paroles était partout le même. Nous nous aimons tendrement. Nous sommes transportés de joie à l'idée que nous nous sommes si subitement pris d'affection. Oh, notre but n'est pas la guerre, certes non. Notre but est la paix bienfaisante, etc. Ovation. Voici, dit Tolstoï, ce que sont les foules livrées à l'hypnose des gouvernements et des classes dirigeantes. Parce que l'on sait bien comment ça finira. Et il se rappelle, Tolstoï, ce qu'il avait vu en 78, lorsque son pays, la Russie, voulait une fois de plus attaquer la Turquie pour s'emparer de Constantinople, et que grâce à la presse, on avait suscité tout à coup un enthousiasme slave extraordinaire en Russie. De même, il s'aperçoit maintenant que c'est la presse et le gouvernement qui, tenant la foule à sa disposition, grâce à ses moyens, obtient que ce fanatisme, que cet enthousiasme militaire saisisse les foules. Et il dit, voilà, oui, voilà ce qui va arriver. Il y a 4 ans déjà, donc 189, une première hirondelle du printemps de Toulon nous fit visite. C'était un nommé Déroulède. C'était un agitateur français, bien connu pour s'occuper spécialement de la revanche sur l'Allemagne. Tout ça finira, dit Tolstoï, comme je vais vous dire. Ceux qui sont nourris par le travail du peuple se serviront de lui pour la guerre qu'ils estiment utile à leur intérêt. Et chez nous, tel jour, bientôt ou dans plus longtemps, je ne le sais pas, mais tel jour, infailliblement, il est écrit 193, rappelez-vous, tel jour infailliblement, on sonnera les cloches, et les popes se vêtiront de sacs brodés, et se mettront à bénir le meurtre. Les propriétaires d'usines, les fournisseurs d'armes et de subsistance militaire seront dans la joie, à la pensée de gagner double. Les chefs militaires connaîtront l'ivresse de la double paye, de la double ration, des avancements rapides et des décorations, et les oisifs, anxieux, se feront inscrire immédiatement dans les comités de la Croix-Rouge. Il n'y aura plus de feux d'artifice, mais il y aura l'écrasement des coups de canon. Il n'y aura plus de fêtes pour le bon peuple, mais il y aura pour lui les charniers. Voilà ce que Tolstoï écrivait en 93 pour annoncer ce qui se produirait infailliblement à la suite de cette alliance. Mais les Russes, le gouvernement russe, n'a pas envie du tout de voir cette alliance se transformer en une alliance militaire. Ce qui l'intéresse, c'est l'épargne française qui est à sa disposition. En revanche, les militaires français, le chef d'état-major, qui s'appelle Le Mouton de Boisdèvre, s'est rendu à Saint-Pétersbourg pour essayer de matérialiser, du moins sur le papier, par des promesses militaires, cette gentillesse russe ou cette avidité russe. C'est au mois d'août 92 que Boisdèvre y est allé, et il a obtenu un engagement à peu près sous la forme que voici. En cas de mobilisation allemande, le gouvernement russe s'engage à faire une mobilisation immédiate. Mais il faut savoir les chiffres qui avaient été fixés là, ils me frappent beaucoup. La Russie est immensément plus peuplée que la France. Et cependant, les Russes ont dit qu'en cas de guerre, ils ne mettraient sur pied que 7 à 800 000 hommes, tandis que la France, la petite France à l'égard de la Russie, à côté de la Russie, s'engageait à mettre sur pied en cas de guerre 1 300 000 soldats. Les Russes disent qu'ils n'ont pas de quoi armer une troupe plus nombreuse, alors qu'ils pourraient avoir 7 ou 8 millions de soldats. Mais la France a laissé entendre qu'elle pourrait faire des fournitures d'armes s'il y avait des commandes intéressantes. C'est un traité secret, archi-secret, à ce point que, je vous ai apporté le texte, l'article 7, toutes les clauses ci-dessus énumérées doivent être tenues rigoureusement secrètes. Or, dans la Constitution française, telle qu'elle avait été votée en janvier 1975, il y avait interdiction de conclure quelques traités secrets à l'insu du Parlement et à l'insu de la nation. Aucun traité secret ne peut être signé par le président de la République. Or, Boisdèvre insiste beaucoup pour que le président de la République, et Sadi Carnot, signe ce traité. Et il va le signer. Vous avez parlé d'Émile Bourgeois. Émile Bourgeois, c'est ce monsieur, très bien, très convenable, vous savez, qui avait écrit ce manuel historique de politique étrangère. Manuel historique de politique étrangère. Quand M. Bourgeois arrive à ce que je viens de vous raconter, à savoir ce traité qui va être signé en secret et illégalement, et contrairement à la Constitution, par Carnot, il aura une phrase tellement savoureuse que je ne me retiens pas de vous la lire. C'était un sacrifice que la France s'imposa, ou plutôt que ses chefs lui imposèrent à regret, en renonçant à connaître l'étendue des engagements pris en son nom. Avouez que c'est assez énorme. Voici donc les militaires français, les diplomates français qui essayent d'établir une alliance militaire avec la Russie. Mais je vous répète que si les militaires et les diplomates français pensent en termes diplomatiques ou militaires, les Russes continuent à penser très systématiquement en termes financiers. On avait essayé de garder secret ce traité, mais vous savez bien que les choses secrètes en diplomatie savent toujours, et Guillaume II, le nouvel empereur d'Allemagne, l'a su. Et quelle avait été l'attitude de l'Allemagne? L'Allemagne, maintenant, c'est plus Bismarck, c'est Guillaume II.
Il est monté sur le trône et il s'est empressé de se débarrasser de ce Bismarck qui, vieux et plein de prestige, semblait vouloir diriger lui-même la politique intérieure et extérieure allemande, et le nouveau Guillaume II décidait que c'était lui qui était le patron. Nous avons vécu, nous les Français, dans l'idée que ce monsieur avec la moustache en croque et menaçant le ciel, avec cet aigle dévorateur qu'il avait au-dessus de son casque, était quelqu'un, en effet, qui voulait nous dévorer. Bien, vous vous rappelez que je vous ai dit que Bismarck, à partir de 1971, n'avait eu qu'une idée, c'était de calmer les Français à qui on avait pris l'Alsace-Lorraine, d'être gentil avec eux, de tâcher de trouver un terrain d'entente, et qu'il avait même favorisé l'expansion coloniale de la France. Eh bien, si Guillaume II s'est débarrassé de Bismarck, s'il s'est séparé de lui du reste sur des questions intérieures, des questions de politique sociale, Guillaume II était plus social, plus paternaliste que Bismarck. En revanche, du point de vue de la politique extérieure, il avait la même politique extérieure. Pas d'histoire avec la France. Et comme il voyait la montée anglaise, l'impérialisme anglais dont je vous ai parlé, il s'était dit, mais on pourrait faire une espèce de ligue continentale avec nous, Allemagne au centre, la Russie amie d'un côté, la France amie de l'autre, ce qui permettrait de freiner l'impérialisme britannique. Ça avait été sa grande idée. Alors quand il apprend, par les indiscrétions fatales des diplomates, qu'il y a eu un accord militaire secret avec la Russie, bien que, j'ouvre ma parenthèse et j'y tiens beaucoup, bien que les Russes fussent peu enthousiastes de cet accord militaire, il commence, Guillaume II, par être furieux. Et dans une note personnelle qu'on a retrouvée de sa main, il y a ce mot, les damnés français. Damnés français, ceux qui repensent tout le temps à la revanche. Et même pour montrer qu'il est extrêmement mécontent, il va organiser les grandes manœuvres annuelles de l'armée allemande en Alsace, dans l'ancienne Alsace française. À quoi les Français riposteront 2 ans plus tard par des grandes manœuvres en Lorraine française. La situation est en effet tendue, mais elle va se détendre. Parce qu'il sait, Guillaume II, que Nicolas II ne désire en aucune manière un conflit militaire, et il sait même, ce qui a beaucoup humilié la France, que Nicolas II avait fait adjoindre une clause nouvelle à l'engagement pris en 92, et cette clause était, oui, en cas de guerre, nous serons de votre côté, à moins que la guerre ne se déclenche sur la question de l'Alsace-Lorraine. C'était une grande vexation pour les Français ou pour la politique genre Delcassé, qui se disait, si on se lance dans une opération militaire, c'est pour reprendre l'Alsace-Lorraine, et les Russes venaient de nous faire savoir, ça, on ne marchera pas dans une guerre pour ce prétexte ou pour cette occasion-là. En 95, calmé, rassuré, Guillaume II fait une nouvelle avance à l'égard de la France. Il venait d'inaugurer le canal de Kiel, vous savez, là, au nord du Danemark. Il invite toutes les flottes européennes et il fait une invitation particulièrement séduisante à la flotte française. Et on verra effectivement la flotte française représentée par de puissants cuirassés à cette grande fête allemande. C'était un rapprochement qui s'annonçait. En 98, se produit ce fait sur lequel j'ai beaucoup insisté et dont l'histoire officielle parle si peu, à savoir la proposition faite par Nicolas II d'un désarmement général, ou du moins d'un stop à l'escalade des armements. Je vous ai dit aussi que ce grand espoir humain a été immédiatement piétiné, aboli et détruit par toutes les chancelleries et par les marchands d'armes, mais enfin, c'était un indice que la Russie cherchait par tous les moyens à éviter la guerre. La Russie égale à ce moment-là, pensez-y bien, Nicolas II qui est encore un autocrate. Et l'idée de Nicolas II, voyant que sa proposition n'a pas été accueillie, est au moins de tout faire pour essayer de rapprocher la France et l'Allemagne. Et effectivement, comme il y avait à ce moment-là une très grande tension, vous vous le rappelez sans doute, entre la France et l'Angleterre, à cause de l'entreprise que les Français avaient menée du côté du Soudan égyptien, et comme il y avait eu la grande humiliation de Fashoda, où les troupes françaises, les quelques troupes françaises qui étaient là, avaient dû reculer devant les Anglais qui leur avaient dit « Vous n'avez pas le droit d'être à Fashoda, c'est à nous ». Voilà Guillaume II qui va reprendre son idée de ligue continentale et qui va même faire des propositions extraordinairement précises à la France. Voici l'ambassadeur de France à Berlin, qui a un entretien avec le baron Marshall, qui lui dit en propres termes: ne serait-il pas temps de démontrer à l'Angleterre qu'elle ne doit plus compter sur l'antagonisme franco-allemand pour s'emparer du monde à sa convenance? Et en février 1999, c'est Guillaume II en personne qui va dire à l'attaché naval français: il faut en finir avec cette situation tendue entre nos deux pays. Le fait est qu'il y avait à ce moment-là en France une grande irritation contre les Anglais, à cause de la fameuse humiliation de Fashoda, et que ce Delcassé, dont vous allez voir le rôle bientôt, Delcassé, ministre des Affaires étrangères, avait fait adjoindre à cet ancien traité franco-russe que l'on retouchait tout le temps, une clause nouvelle ou un mot nouveau. Ce traité est fait, avait dit Delcassé, qui s'était rendu 2 fois de suite à Saint-Pétersbourg. Il y était allé en juillet 98 et il retourne en octobre 99. Et voici qu'il fait ajouter
Ce traité a pour objet de garantir l'Europe des dangers du pangermanisme et, la première fois, et de l'impérialisme anglais. Et on a retrouvé une note bien intéressante, une dépêche diplomatique venant de l'ambassade d'Allemagne à Madrid, contenant les mots que voici. La France est sur un chemin qui, par étapes, doit la conduire à une entente avec nous, Allemagne. Chaque jour augmente le nombre des hommes politiques français clairvoyants, et notamment Delcassé, qui estime ce rapprochement nécessaire. Tiens. Alors il y a eu un moment, vers fin 98, début 99, où Delcassé lui-même, où la politique extérieure française s'accordait sur l'idée qu'on pourrait maintenant s'engager dans des rapports amicaux avec l'Allemagne. L'Allemagne va aller même au-delà, puisqu'en 1901, au moment où Guillaume II a l'idée de faire son chemin de fer de Berlin, de Constantinople, Bagdad, et même peut-être jusqu'au sud, jusqu'à l'océan Indien, Guillaume II va proposer officiellement au gouvernement français de s'associer économiquement avec lui pour réaliser ce chemin de fer. Et cependant, les choses ne vont pas du tout tourner de cette façon, et c'est maintenant qu'il faut que nous regardions les choses de près. Delcassé, ministre des Affaires étrangères, c'est entendu, mais c'est aussi un politicien qui s'occupe beaucoup des affaires intérieures, de la politique intérieure. Je vous ai dit que la grande affaire de la politique intérieure en France était d'empêcher de passer l'impôt sur le revenu, et je crois vous avoir dit que Delcassé était un de ceux, comme plus tard Poincaré, qui se mettaient en avant, qui se mettaient en vedette pour dire « comptez sur moi, j'empêcherai de passer l'impôt sur le revenu ». Delcassé est quelqu'un qui a besoin pour sa carrière politique, qui a besoin de l'appui de la droite, des conservateurs. Or, il a pu constater, au moment de l'affaire Dreyfus, puisque nous y sommes, l'affaire Dreyfus se développant surtout entre 98, 99, 1900, il a pu constater que la droite est toute braquée sur le nationalisme, sur un chauvinisme anti-allemand. C'est dans cette direction qu'il faut aller. Essayer d'orienter le chauvinisme français du côté de l'Angleterre, ça ne plaît pas à cette droite dont l'appui lui est nécessaire. Il va revenir sur sa première idée, à savoir de s'allier avec l'Allemagne pour freiner l'impérialisme britannique, et il va maintenant décider au contraire d'avancer le plus possible dans la direction que voici, substituer à cette Russie qui lui paraît molle militairement, lui substituer comme premier allié les Anglais. Et pourquoi donc? Eh bien, les Anglais commençaient à s'inquiéter très sérieusement de l'expansion commerciale allemande. Il est parfaitement vrai, je vous ai apporté des chiffres, que cette expansion commerciale était considérable. Pensez qu'entre 97 et 1900, elle s'était accrue, l'exportation allemande, de 3 millions de tonnes. Hambourg, avec ses 14 bassins, ses 137 hectares et ses 17 kilomètres de quais, était devenu un des plus gros entrepôts mondiaux. D'autre part, au début de 1900, Guillaume II avait décidé de doubler, simplement de doubler, la flotte militaire allemande pour essayer de compenser la puissance de la flotte militaire anglaise. Alors qu'allait devenir le Rule Britannia. D'autre part, il y a quelqu'un qui vient d'arriver en Angleterre, qui est Édouard VII, c'est un nouveau roi, qui a succédé après 67 ans, si je ne me trompe pas, de règne à sa mère Victoria. C'était le prince de Galles jusqu'alors. C'était plus un jeune homme, il avait 60 ans quand il prenait le pouvoir, il avait certaines idées personnelles. La reine Victoria avait voulu apaiser les choses le plus possible entre la France, et l'Angleterre, et lui va aller bien au-delà. Il va aller bien au-delà parce qu'il a d'abord des rapports personnels avec la France. Le prince de Galles est quelqu'un qui adore Paris. Vous savez, quand je dis adore Paris, il faut s'entendre. C'est un homme qui est un grand consommateur de femmes, qui va beaucoup à Paris, et qui a une espèce de petit groupe autour de lui, groupe un peu sordide, quoique très distingué, où il y avait le chevalier de Joucourt, où il y avait monsieur de Pourtalès, où il y avait la princesse de Chimay, une bande à la fois élégante et crapuleuse. Et il avait un harem à Paris, et à la tête de ce harem, il y avait une nommée Jeanne Bourgeois, qui sera plus connue plus tard sous le nom de Mistinguett. Alors il y a un goût très vif de Édouard VII pour la chair française féminine, mais il a pris maintenant un autre goût encore plus vif pour une autre forme de la chair française, la chair masculine, c'est-à-dire l'infanterie française. Il se dit, il va falloir en découdre avec cette Allemagne, parce qu'elle est dangereuse commercialement pour nous. Nous ne sommes qu'une nation navale, tandis que les Français, par bonheur, c'est une nation d'infanterie. L'infanterie française intéresse capitalement Édouard VII. Et comme il a su, parce que tout le monde sait ça dans les chancelleries, que la France se déclare prête à mettre sur pied en cas de conflit 1 300 000 hommes, ça l'intéresse beaucoup. Alors Delcassé se dit, mais c'est excellent ces dispositions d'Édouard VII. Il n'est pas du tout comme le Nicolas II. Nicolas II, c'est un trembleur, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager dans une affaire militaire, tandis que je vois très bien que les intérêts britanniques sont tels que si on les pousse un petit peu,
on va les avoir avec nous dans l'entreprise que je médite contre l'Allemagne. Et parallèlement, Delcassé est quelqu'un qui a des idées intéressantes du point de vue colonialiste. Il faut que je vous apporte là quelques documents. Le secrétaire général de l'Union coloniale, qui s'appelait un nommé Chaillibert, au banquet du 25 juin 1902, avait déclaré « Notre empire est encore incomplet ». Et il avait précisé, il lui manque deux choses, le Siam et le Maroc. Le Siam, on ne devra pas bouger de même, à cause de l'Angleterre. Mais le Maroc, c'est bien intéressant. Parce que voilà qu'en février 1904 se constitue un comité du Maroc, présidé par qui? Ben naturellement, par Eugène Etienne, toujours, lequel déclare le 17 février 1904, la question du Maroc nous réserve la dernière chance impériale qui puisse nous rester au point où en est le partage de la terre. Et voici d'autres paroles d'Eugène Etienne, encore bien plus intéressantes, toujours banquet de l'Union coloniale, qui est l'admirable champ pour notre activité. Ces gisements de phosphate, ces mines de fer, toutes ces cotonnades à vendre que pour nos filateurs, et ces chemins de fer à construire, quoi, une razzia admirable à opérer là-bas. Écoutez bien, mon vieil ami Delcassé négocie en ce moment avec l'Angleterre à ce sujet, et ça marche, vous verrez, nous allons avoir les mains libres de la Moulouya à l'océan et de Tanger au Sahara. Si vous regardez la carte, Moulouya à l'océan et de Tanger au Sahara, ça veut dire conquête complète du Maroc. Et bien tout ça avait abouti, puisque Delcassé négociait si bien avec les Anglais, au fameux traité de l'entente cordiale qui est du 8 avril 1904. Le traité de l'entente cordiale, ça avait été peut-être un peu difficile à le faire passer auprès de l'opinion publique, puisque l'opinion publique française avait été tellement irritée par l'humiliation de Fajoda, et aussi parce qu'il avait fallu faire reculer les troupes françaises devant Kitchener. La presse va agir de nouveau. Là, il est pénible, il est douloureux de constater ce que peut faire la presse sur l'opinion publique. Car c'est Noirset qui va venir en visite à Paris, c'est Noirset que l'on conspuait 3 ans auparavant en criant « Vive Kruger !» Vous savez, le chef des bourgs, eh bien, il va être acclamé par l'opinion publique. Et même une chanson va se répandre, une chanson qui indique bien quelle est l'arrière-pensée de Delcassé, qu'elle a glissé dans la foule, ça va faire saigner ce brave empereur Guillaume. Par conséquent, c'était bien nettement, dans ce rapprochement cordial entre la France et l'Angleterre, une manœuvre offensive contre l'Allemagne. Quels avaient été les textes, les termes même du traité? Je ne vous en dirai qu'un, parce qu'il est extrêmement intéressant. Le droit était reconnu par l'Angleterre à la France de veiller sur la tranquillité du Maroc, j'ajoute, et de donner au gouvernement marocain l'appui, remarquez, l'appui dont il peut avoir besoin pour la réorganisation de son administration, de ses finances et de son armée. Il y avait en outre des clauses secrètes, et ces clauses secrètes prévoyaient le partage, vous entendez bien, le partage du Maroc entre deux nations, la France qui aurait les 3/4 et puis l'Espagne qui tout de même estimait, elle avait les colons par là, qu'il lui fallait un petit coin de territoire. L'Angleterre avait insisté très fermement sur le fait qu'elle ne désirait pas avoir les Français trop près de Gibraltar et que comme la ville principale qui était la plus proche de Gibraltar c'était Tanger, on donnerait plutôt ça aux Espagnols ou bien on y prévoirait un statut international. Or tout ça se passe dans le dos de l'Allemagne. L'Allemagne est une très grande puissance maintenant, l'Allemagne a cette expansion économique qui lui donne la nécessité de trouver des débouchés, et l'Allemagne n'a pas été prévenue de tout ce qui se passait là-bas. Or l'Allemagne sait très bien, surtout par les diplomates espagnols, ce qui se prépare, y compris l'idée d'un partage. Alors on va voir l'Allemagne froncer les sourcils et dire tout de même, et nous? En plus, comme ils savent les clauses secrètes, ils négocient avec fermeté en disant, en français, voyons, nous désirerions beaucoup une entente internationale, est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir une conférence internationale sur l'exploitation en commun du Maroc. À ce moment-là, Delcassé s'y oppose de la manière la plus absolue, et nous avons de sa main une note qui est vraiment comminatoire au sultan, un sultan sur lequel il n'y a même pas encore de protectorat, mais sur lequel pèse une menace, où Delcassé fait dire au sultan qu'il ne tolérera pas qu'il y ait aucune puissance intermédiaire entre la France et le Maroc. Cette fois, l'Allemagne dit, c'est très difficile de négocier avec un monsieur Delcassé qui nous ment, parce que lorsque l'ambassadeur d'Allemagne allait voir Delcassé pour essayer de s'entretenir de ce projet de conférence internationale, Delcassé niait toujours de la manière absolue qu'il y ait quelques projets militaires, quelques projets de conquête et quelques projets de partage entre la France et l'Espagne sur le Maroc. Les Allemands étaient informés. Alors l'Allemagne pèse sur le gouvernement Rouvier en disant, écoutez, nous voulons une entente avec vous. Il n'y a pas moyen de nous entendre avec ce monsieur Delcassé. Or, Delcassé s'était rendu assez insupportable au ministère même, car il refusait de parler à ses collègues de ses négociations. Il en faisait une affaire privée et personnelle. Jamais il ne se présentait même devant le Parlement. Le Parlement français n'était pas au courant de ce qu'il faisait. Ça tenait à sa politique personnelle. Vous savez que du côté de la droite et de l'extrême droite, il y avait un anti-parlementarisme, et qu'un monsieur comme Delcassé, ministre des Affaires étrangères,
qui pouvait se vanter n'avoir aucun rapport avec le Parlement, ça le classait du côté des gens de bien. Si bien que le ministère Rouvier, dans sa séance du 6 juin 1905, va faire comprendre à l'Elcassé que sa présence est indésirable. Vous imaginez les cris de la presse nationaliste. La France a reculé, la France a eu un ultimatum de l'Allemagne, la France a accepté cette chose épouvantable de se priver de son ministre des Affaires étrangères parce qu'il ne plaît pas à l'Allemagne. Or, qu'est-ce qu'elle avait fait, l'Allemagne? Eh bien, c'est la fameuse histoire de Tanger. Tanger que la presse nationaliste a représenté d'une manière strictement fausse. On nous a dit, le 31 mars 1905, Guillaume II, à l'improviste, avait débarqué à Tanger et avait prononcé un discours menaçant. J'ai trouvé même dans ce fameux manuel de M. Bourgeois, dont je vous parle à plusieurs reprises, 20 ans de menaces arrogantes de l'Allemagne à l'égard de la France. Menaces arrogantes, voilà ce qu'il avait dit, Guillaume II. Exactement ce qu'il avait dit. J'espère qu'un Maroc libre, sous la souveraineté du sultan, demeurera ouvert à la concurrence pacifique de toutes les nations sur la base d'une égalité totale. Et je suis, quant à moi, décidé à faire ce qui sera en mon pouvoir pour sauvegarder les intérêts allemands au Maroc. Qu'est-ce que c'était? Simplement quelqu'un qui ne tape même pas sur la table, mais qui dit, enfin, nous sommes une grande puissance, et nous? Eh bien, le gouvernement français va accepter, le gouvernement anglais aussi, une conférence internationale à Algésiras. Cette conférence se tiendra au début de l'année 1906, elle durera 4 mois, et aboutit à des choses raisonnables, agréables pour la France, puisque les nations, l'Europe reconnaît un droit qu'aurait la France de venir en aide au sultan pour le maintien de l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les financiers français qui sont tellement intéressés par le Maroc? Ben, ils vont ouvrir un emprunt au Maroc, un emprunt au sultan. Mais alors, cet emprunt que l'on consent au sultan est agrémenté de clauses très particulières. Les ressources principales du sultan, c'étaient les douanes. Et la Banque de Paris et des Pays-Bas, qui a assuré à elle seule l'émission de l'emprunt, la Banque de Paris et des Pays-Bas obtient du sultan que ce soit ses agents mêmes qui perçoivent désormais les droits de douane. Plus aucun droit de douane n'entrera dans les caisses du sultan, ça ira directement dans les caisses de la Banque Paribas, comme on disait, la Banque de Paris et des Pays-Bas. Le sultan, n'ayant plus cette ressource, va être obligé de pressurer davantage ses populations pour en obtenir l'argent nécessaire. Pressurer les populations, c'est certainement provoquer des soulèvements. Provoquer des soulèvements, c'est le désordre. Et comme la France s'est vu reconnu le droit d'intervenir pour le maintien de l'ordre au Maroc, c'est l'occasion d'intervenir. Alors on va voir effectivement ce que l'on avait attendu, quelques soulèvements, si bien que des opérations militaires vont commencer, qu'on va envoyer des troupes à Oujda, c'est-à-dire dans l'Orient du Maroc. On enverra d'autres troupes, parce qu'il y a eu des troubles à Casablanca, qui est en face, qui est sur la côte occidentale. Ces troupes vont avancer peu à peu. Toute la Chaouia qui est au sud de Casablanca, va être occupée. Et ces fameux intérêts internationaux qui devaient être libres, intérêts allemands comme intérêts français au Maroc, on y verra une seule chose, c'est les intérêts français. Alors Guillaume II, de nouveau, froncera les sourcils. Il dit, mais vous n'êtes pas raisonnable, vous ne faites pas ce qu'il avait été entendu. Si bien que Clémenceau, qui voudrait maintenir la paix, va s'arranger avec l'Allemagne le 6 février 1909 pour un nouveau contrat, s'engageant de la manière la plus ferme cette fois, s'engageant vraiment à maintenir les possibilités d'expansion économique au Maroc pour les Allemands. Voici les termes mêmes. La France s'engage à chercher, à associer les nationaux des deux pays dans les affaires dont ils pourraient obtenir du sultan la concession. Que voulez-vous que fasse un gouvernement français tel qu'il est? Nous l'avons assez vu dans nos précédents entretiens. Le gouvernement français, il est beaucoup moins fort que les puissances économiques et financières de France. Et ces puissances économiques et financières ont décidé que le Maroc leur appartenait. Et comme ils sont liés en même temps aux puissances militaires, on va voir premièrement toutes les sociétés allemandes qui tentaient d'obtenir des entreprises du Maroc évincées, et on va voir d'autre part les troupes agrandies de plus en plus, soutenues par un Delcassé qui vient de dire publiquement en faisant sa rentrée: la seule péril qui nous menace au Maroc, c'est nos hésitations. Opération militaire de plus en plus violente. On va occuper Fès au mois de mars 1911. On a envoyé le général Damad. Soulèvement après l'occupation des Français par Fès à leur conquête militaire du reste du Maroc, de Rabat, de Marrakech, de Meknès. Tout ça va être pris. C'est une guerre, c'est le canon qui tonne au Maroc. Les Italiens, à ce moment-là, dont je vous ai dit qu'ils convoitaient la Cyrénique et la Tripolitaine, se disent, puisque les Français se servent militairement au Maroc, nous aussi, ils jettent leurs troupes contre la Tripolitaine dépend du sultan, alors les Balkans prennent feu, puisque c'est le sultan qui règne aux Balkans, et on peut bien dire que c'est le canon français tiré au Maroc qui a donné le premier signal des hostilités, et que l'embrasement général n'est pas loin.